Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Olivon. Bonjour Damien. Bonjour Céline. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Très bien. Content d'être ici ensemble pour parler du kiné coordonnateur. Oui, très heureux de partager avec toi et avec les auditeurs ce sujet qui me tient très à cœur. Alors tu vois, je ne me suis pas trompée parce que la première fois qu'on a échangé ensemble, j'avais dit kiné coordinateur et tu m'as repris tout de suite. Oui, effectivement, on parle de kinésithérapeute coordonnateur. Oui. Alors quelle est la différence du coup, s'il y en a une ? Alors oui, bien sûr qu'il y a une différence. En fait, le kinésithérapeute coordonnateur a vocation à se positionner en binôme du médecin coordonnateur. D'accord. Et en tant que coordonnateur, il va coordonner l'ensemble des rééducateurs et des réadaptateurs. Et coordinateur ? Un coordinateur, en fait, sur le plan de la définition française, va être à un niveau un peu en dessous, plus spécifique. C'est d'ailleurs le cas des ITEC, des infirmières coordinatrices. Et donc, il existe les deux. On a des infirmières coordonnatrices dans les centres de ressources territoriaux, par exemple, qui ont été créés par la loi. Mais on les connaît plus souvent dans les EHPAD, où il s'agit d'infirmières coordinatrices. Et là, dans les EHPAD, par exemple, si on prend l'exemple des EHPAD, pour la création du métier du kiné coordonnateur, il s'agit de bien créer un binôme médecin coordonnateur, kinésithérapeute coordonnateur. Donc voilà, donc ça va vraiment être notre sujet principal, le rôle du kiné coordonnateur. Alors, on verra dans quel secteur il peut travailler. Mais tout d'abord, je te propose de te présenter. Alors oui, je m'appelle Damien Olivon, je suis kinésithérapeute, j'exerce alors en activité mixte, en libéral en centre-ville de Toulouse et en salariat dans un centre SMR, gériatrie, dans l'Aveyron. Donc à la fois ce côté mixte, salarié et évidemment surtout libéral, mais ce côté mixte, zone très urbaine et zone très rurale, puisque là où je travaille, il y a plus de brebis que d'habitants. Tu as des fonctions au niveau syndical ? Alors effectivement, j'ai plusieurs mandats. En premier lieu, je suis conseiller fédéral à la FFMKR, donc élu au niveau national à la FFMKR, en charge du grand âge et de l'autonomie et de la promotion du métier de kinésithérapeute coordonnateur. À côté de ça, j'ai une fonction d'élu au niveau de l'Union régionale des professionnels de santé Occitanie en tant que référent gériatrie. J'ai par ailleurs d'autres mandats comme vice-président du syndicat départemental de la FFMKR de Haute-Garonne, après avoir été pendant 7 ans le président. Et puis j'ai aussi une autre activité professionnelle de formation et je suis formateur dans 2 domaines. Alors un domaine plus côté soignant, sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, en particulier au niveau de la manutention, comment solliciter les capacités des patients pour améliorer leur autonomie et réduire la pénibilité des soignants. Et au niveau des kinésithérapeutes, donc une formation via l'INCA, l'Institut national de kinésithérapie, sur l'optimisation de la rééducation en gériatrie. Je suis aussi président de la Fédération des kinés coordonnateurs, la FKCOR. Déjà pas mal de casquettes. Oui, déjà. Tu t'amuses bien. On est bien occupé. En semaine, je me doute. Donc dis-moi, quand est-ce que le concept de kiné coordonnateur a été créé et pour répondre à quel besoin ? Alors, ce concept, en fait, on en a eu l'idée il y a déjà un certain temps, puisque c'était dès 2019. Et on a été pris un peu de court, comme tout le monde, par la pandémie de Covid. Et là, ça a mis en exergue qu'il y avait une véritable utilité à accélérer sur ce dossier de la coordination, en particulier en EHPAD, puisque nous sommes convaincus que si les postes de kinéco auraient existé à cette période, l'exercice des kinésithérapeutes en EHPAD aurait été beaucoup plus facilité. D'ailleurs, c'est ce que nous avons connu
entre le premier et le deuxième confinement. Le deuxième confinement s'est beaucoup mieux passé avec l'intervention des kinésithérapeutes qui a pu avoir lieu parce que nous avons pu beaucoup travailler avec les institutionnels pour faire prendre conscience de l'importance de l'intervention des rééducateurs pour maintenir l'autonomie, mais aussi en tant que ressources humaines des soignants pour prévenir la pénibilité des soignants et qu'on essaie la tension, mais la tension qui existe toujours actuellement de ces métiers du soin. Et que les rééducateurs étaient tout à fait en capacité d'appliquer les protocoles sanitaires et d'appliquer les protocoles de rééducation en pluridisciplinarité. Donc, malheureusement, la période Covid a été très dure pour tout le monde, mais cela a aussi été l'occasion pour nous d'avancer sur ce sujet, puisque nous avons pu faire une étude grâce à 250 kinés qui avaient répondu à la suite du confinement, qui a permis d'évaluer la perte des capacités fonctionnelles des patients, des kinésithérapeutes, des seniors. Et c'est grâce à cet argumentaire qui a mis en avant l'augmentation de la charge de travail et la perte d'autonomie que nous avons pu sensibiliser l'ensemble des institutionnels et un certain nombre d'EHPAD. Donc depuis, nous avons développé ce métier de kinésithérapeute coordonnateur. La FK-Corps s'est créée en octobre 2023. Et nous avons donc créé une fiche métier de kinéco, une fiche type, que nous tenons à la disposition des établissements, ainsi qu'une fiche de tâche. Qui a contribué à la création du kinésithérapeute coordonnateur ? Alors, il s'agit avant tout de la FFMKR, qui a porté politiquement ce dossier donc, depuis maintenant 5 ans. Et puis, donc, depuis 1 an, c'est la FK-Corps, la Fédération des kinésithérapeutes coordonnateurs, qui est en charge de ce dossier, avec plusieurs kinésithérapeutes qui sont investis. Et nous avons d'ailleurs les 2 premières kinésithérapeutes coordinatrices de France, qui sont la secrétaire générale et la trésorière de la FK-Corps, qui sont dans l'aventure depuis le début. Et puis récemment, nous a rejoint une kinésithérapeute coordinatrice en HADR, HAD réadaptation. Et il y a eu d'autres institutions, associations qui vous ont soutenu ? Oui. En fait, nous travaillons depuis maintenant plusieurs années avec le groupe d'EHPAD Edenis, qui est une association non lucrative de la région toulousaine qui comporte 19 EHPAD et qui est très intéressée depuis plusieurs années. Je suis d'ailleurs membre de la commission médicale d'établissement et la directrice médicale soutient beaucoup ce projet. D'accord. La problématique est liée ensuite au financement pour la pérennisation, puisque nous savons, par exemple en 2024, 90% des EHPAD étaient en déficit. Donc il y a une véritable crise au niveau du médico-social et donc nous sommes actuellement en cours de travail pour essayer d'obtenir des budgets, des financements, au moins dans un cadre expérimental, avant que cela puisse devenir pérenne. Donc, quelles ont été les différentes étapes à la création du kiné coordonnateur ? Alors, les différentes étapes, c'était donc de créer cette fiche emploi et cette fiche de tâche, de créer cette fédération pour faire connaître et avoir le site internet qui était un site ressource, de pouvoir commencer à créer ces postes-là à titre expérimental sur le terrain pour montrer l'efficacité. Et d'ailleurs, le retour d'expérience qu'on a fait le réseau Edenis était très positif. Et maintenant, nous en sommes à l'étape d'essayer de trouver des kinésithérapeutes volontaires pour démarcher en interne leur établissement. Et ça, c'est une part sur le terrain. Et d'autre part, au niveau institutionnel, de répondre à d'éventuels appels à projets. Nous sommes actuellement dans un contexte qui est tendu et où des appels à projets, comme par exemple au niveau de la prévention des chutes, devaient voir le jour. Et nous sommes encore en attente, puisque le financement, certainement, se passera dans le cadre du plan de prévention des chutes. Donc, tu parlais de la place du kiné coordonnateur au sein des EHPAD, en HADR. Est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres idées, en fait, qui émergent ? Alors, voilà, pour l'instant, nous avons beaucoup avancé sur le kiné coordonnateur en EHPAD. Nous sommes en train de le déployer en HDR et je pense qu'on va y revenir un peu plus tard sur le déploiement. Et ensuite, nous avons déjà en tête quelques idées sur le déploiement dans d'autres domaines. Simplement, on y va petit à petit. Le kiné coordonnateur a vocation à être déployé dans l'ensemble des domaines, dans l'ensemble des parcours de soins de rééducation qui nécessitent de la coordination
entre l'ensemble des intervenants rééducateurs et réadaptateurs. Donc nous sommes en train d'identifier ces parcours et puis ils sont créés des nouveaux, il y a des nouveaux dispositifs qui se créent. Je suis régulièrement sollicité par des consoeurs ou des confrères qui se posent la question de l'opportunité ou pas de créer des postes de kinésithérapeute coordonnateur dans des branches spécifiques. Je crois que le critère de base, c'est vraiment qu'il y ait une pluralité d'interventions de professionnels et qu'il s'agit de plusieurs acteurs de domaines différents de la rééducation et de leur adaptation. Nous n'avons pas vocation à coordonner des soins, mais bien des actes de rééducation, de permettre la complémentarité entre les différents professionnels et d'éviter les redondances. D'accord. Tout cela pour favoriser l'intervention des professionnels de la rééducation et de la réadaptation en mettant bien en valeur l'expertise de chacun et qu'il serait temps d'arrêter de confondre les métiers de la rééducation et les métiers de la réadaptation. Ah, tu me lances une perche là. Dis-moi alors, ça permet justement de remettre un petit peu les choses en place. Comment tu pourrais les définir justement ? Alors, pour faire simple, un rééducateur a pour objectif de récupérer les capacités qui sont altérées. Le réadaptateur a pour objectif d'éviter la situation de handicap en compensant ses capacités altérées. Et donc, alors tout dépend à quel moment on prend en charge le patient, mais on va d'abord lui donner les chances de récupérer ce qui est altéré. Et si la récupération est incomplète, alors il sera temps de compenser. Ouais. Et très souvent, on peut observer sur le terrain des tensions entre professionnels parce qu'il n'y a pas les mêmes objectifs. Et il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. C'est simplement qu'on n'a pas la même vision, avec des fois pas la même temporalité. Si on prend l'exemple d'un patient en post-opératoire, il aura certainement besoin de 100% de compensation au début, avec des aides humaines ou des aides matérielles pour lui permettre d'effectuer ses activités de la vie quotidienne, comme pouvoir manger, comme pouvoir aller aux toilettes, etc. Et au fur et à mesure qu'il va récupérer, on va pouvoir diminuer les compensations et faire en sorte que les compensations mises en place, par exemple une aide technique à la marche, je pense par exemple à un rollator, va favoriser la récupération. Alors qu'on sait qu'il y a d'autres compensations qui vont au contraire freiner la récupération. Donc c'est ainsi encourager la récupération pour diminuer au maximum les compensations. On sait que dans certaines pathologies, la récupération ne sera pas complète et dans ce cas-là, les experts de la réadaptation vont pouvoir permettre à la personne d'éviter la situation de handicap. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas dans la même temporalité et que les métiers ne sont pas interchangeables. D'accord. Si on veut permettre aux patients d'avoir toutes les chances de récupérer. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des fois une fusion comme ça de ces métiers, où on va dire que peu importe de quel est le professionnel qui intervient, que le principal, c'est qu'il ait accès à un professionnel. Et nous sommes convaincus qu'il peut s'agir d'une perte de chance pour ces patients. C'est d'ailleurs ce que l'on voit, par exemple, dans les EHPAD, via le pathos. Le pathos, la coupe budgétaire du pathos, qui est très importante pour les EHPAD. Et dans le pathos est cumulé l'ensemble des actes de rééducation et de réadaptation. Alors que nous pensons que ce n'est pas cumulable. D'où l'intérêt de la création du métier de kinésithérapeute coordonnateur qui permettra d'apporter le bon acte de rééducation ou de réadaptation au bon patient, au bon moment, sur la temporalité nécessaire. Et ce professionnel, ce kinésithérapeute coordonnateur, va pouvoir accompagner ces professionnels pour avoir des bilans de qualité, un diagnostic professionnel, donc un diagnostic kinésithérapique, ergothérapie, psychomotricien, orthophonique, etc. Et avoir des objectifs de prise en charge, établir une véritable stratégie de traitement rééducatif où chacun aura sa place et dans la complémentarité. Donc là, c'est vraiment une des missions en fait, du kiné coordonnateur. L'objectif principal du kinésithérapeute coordonnateur est d'optimiser les actes de rééducation et de réadaptation, mais aussi l'ensemble des soins, puisqu'il fait le lien avec les équipes soignantes ou à domicile avec les aidants naturels, comme le conjoint, les enfants,
qui prennent en charge, par exemple, le senior, si on prend l'exemple du senior, ou la personne en situation de handicap, pour diminuer la pénibilité des soignants, diminuer les soins qui ne sont pas nécessaires. Je pense par exemple à des manutentions qui sont faites à 2 soignants, alors qu'il serait tout à fait possible de le faire qu'à un seul soignant, en sollicitant mieux les capacités, ou voire même supprimer des manutentions, puisque dans un certain nombre de cas, le patient serait en capacité de le faire. Faut-il que l'aidant, naturel ou professionnel, sache solliciter les capacités du patient? Donc il y a ce volet-là. Est-ce qu'il y a d'autres volets, d'autres missions du kiné coordonnateur? Alors, si nous prenons l'exemple, par exemple, de la HADR, mais qu'on retrouve aussi dans les EHPAD ou dans les centres de ressources territoriaux, une des grandes missions de kinésithérapeute coordonnateur sera aussi l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur, créer des partenariats avec l'extérieur, donc permettre à un ensemble d'intervenants de pouvoir venir au chevet du patient, avoir des professionnels avec une certaine expertise. L'exemple qui me vient en tête comme ça spontanément, ça pourrait être des kinésithérapeutes donc spécialisés dans la rééducation périnéale, par exemple, ou sphinctérienne, chez les seniors, par exemple, pour les troubles de l'incontinence ou de la constipation, mais aussi des kinésithérapeutes vestibulaires ou aussi des orthésistes, par exemple. Donc, en fait, c'est aussi pouvoir avoir un réseau de rééducateurs et de réadaptateurs pour, encore une fois, porter le bon acte au beau patient au bon moment. Ouais, c'est vraiment la création d'un réseau très important. Oui, en fait, c'est vraiment mettre en lien l'ensemble de ce monde et nous pensons que les médecins coordonnateurs, qui sont en EHPAD ou en HAD, sont déjà débordés de travail. Et d'ailleurs, un certain nombre d'établissements ne trouvent pas de médecins coordonnateurs. Nous connaissons aujourd'hui le manque de médecins sur nos territoires. Et aussi, parfois, ne sont pas spécialisés s'ils ne sont pas MPR et n'ont pas l'expertise de la rééducation. Le kinésithérapeute est le rééducateur qui a la formation la plus généraliste, la plus transversale, lui permettant de pouvoir échanger aussi bien avec un ergothérapeute, avec une psychomotricienne ou avec encore une orthophoniste, par exemple, je pense aux troubles de la déglutition, Mm. et aussi avec des kinésithérapeutes spécialisés pour aussi aller parler des troubles de la continence ou vestibulaires. Ouais. Donc l'idée est bien d'avoir un professionnel qui a la compétence d'échanger avec l'ensemble de ses experts. Oui, la liste des professionnels avec qui on coopère n'est pas exhaustive, hein. Et alors justement, cette liste est très large Mm. et aujourd'hui, malheureusement, régulièrement, les patients ne bénéficient pas de ces expertises-là et malheureusement, des fois, cela n'a même pas été évalué. Donc, aussi, une des premières missions de kinésithérapeute coordonnateur sera de veiller à ce que le patient bénéficie d'une évaluation globale et donc de la pluralité des diagnostics de ces différents experts. Et si par manque de ressources, cela n'est pas possible, comme ça se fait par exemple en EHPAD avec les médecins coordonnateurs, eh ben, le kinécos pourra être amené à effectuer lui-même ses bilans en attendant de pouvoir trouver une personne experte s'il s'agit par exemple de la trouble de la déglutition. Nous connaissons aujourd'hui la difficulté d'accès euh, auprès des orthophonistes, en particulier pour les adultes et encore plus pour les seniors où nous manquons cruellement d'orthophonistes. Les kinés coordonnateurs qui sont déjà coordinatrices, qui sont déjà en place, est-ce qu'elles ont un temps plein au sein de la structure ou est-ce qu'elles travaillent parfois sur différents établissements? Alors actuellement, les kinés coordonnatrices travaillent à temps partiel sur la structure en tant que kiné coordonnatrice. Hein. Alors nous préconisons un 0,4 qu'on appelle 0,4 ETP, c'est-à-dire 0,4 équivalent temps plein, ce qui correspond à 2 jours par semaine pour un EHPAD de 80 lits. Là, avec les limitations de budget, cela était à 0,2 ETP, c'est-à-dire un jour par semaine. Et le choix a été fait pour augmenter le temps de présence, de le faire en 2 demi-journées. Oui. Et plutôt une fois le matin et une fois l'après-midi, qui permet de toucher les différentes équipes à différents moments de la journée. Et il s'avère que ces mêmes kinés coordonnatrices, par ailleurs, intervenaient aussi dans l'établissement en tant que kiné traitant. On peut tout à fait être kiné coordonnateur et kiné traitant. Et par ailleurs, elles ont aussi une activité libérale dans leur cabinet ou dans d'autres milieux. Donc, le poste de kiné coordonnateur, par définition, est un temps partiel. Oui. Si on prend l'exemple de l'EHPAD, c'est un 0,4 ETP.
Au niveau des HAD, cela va dépendre de la taille des HAD, de la filière active. Donc là, c'est aussi chaque HAD. Il y en a qui vont chercher des temps partiels, il y en a qui vont chercher des temps complets. Tout dépend du territoire, de la taille de la HAD. Et il est aussi tout à fait possible d'avoir 2 kinésithérapeutes coordonnateurs dans une même structure, puisqu'on sait que ça sera aussi plus favorisant pour trouver ces professionnels. Et puis aussi, avoir des professionnels qui connaissent bien le milieu du libéral, puisque la majorité des intervenants sont du libéral, et c'est important que le kiné coordonnateur puisse échanger avec des consoeurs ou des confrères dont il connaît les manières de travailler et puis les contraintes, que ce soit des contraintes organisationnelles, temporelles, juridiques, financières. Et c'est tout l'intérêt, par exemple, au niveau des HAD. Ça fait bien longtemps qu'il existe dans les HAD dites socles des infirmières coordinatrices, mais aujourd'hui, elles sont en limite de compétences pour coordonner des rééducateurs. Or, dans les HADR, on a beaucoup augmenté le temps d'intervention des rééducateurs. Et donc, c'est des fois, malheureusement, deux mondes qui ne se comprennent pas, puisque, par exemple, une infirmière a l'habitude de passer 2 ou 3 fois par jour au même domicile, ce qui n'est pas possible pour un kiné libéral. Jusqu'à maintenant, en tout cas, dans notre système conventionnel, ce n'est même pas possible. Donc déjà, ce n'est pas dans la culture, mais ce n'est pas possible sur un plan conventionnel. Ouais. D'où l'importance d'avoir dans cette coordination un kinésithérapeute qui connaisse le milieu du libéral. Il y a des spécificités entre le kiné coordonnateur au sein de l'EHPAD ou au sein de l'HADR ? Est-ce qu'il y a des difficultés que l'un rencontre, l'autre pas ? Alors, en tout cas, il y a des compétences à avoir. Alors, il y a des compétences communes. Les compétences communes qui vont être cette capacité à coordonner, cette capacité à travailler en transdisciplinarité, cette capacité à s'intéresser aux autres, cette capacité à la communication, à l'échange, cette capacité aussi à maîtriser les outils informatiques et de traçabilité. C'est un point très important pour soi-même tracer, mais aussi accompagner les intervenants à tracer. Et puis aussi, cette compétence sur le sujet de fond, par exemple en EHPAD, évidemment, nous demandons à ce que les kinésithérapeutes coordonnateurs soient formés en gériatrie pour connaître les spécificités. À minima, est une formation DPC. Et pour les communs entre EHPAD ou HADR, s'engage aussi à passer dans les 300 qui suivent la reprise de fonction un diplôme universitaire. Par exemple, le diplôme universitaire que nous conseillons est le DU KRG, kinésithérapie et rééducation gériatrique, qui se passe à Dijon, et qui est très adapté pour la situation. Au niveau des HADR, alors, les HADR, même si on pourrait considérer que la patientèle va être plus large et plus variée, aujourd'hui, la très, très, très grande majorité des patients ont plus de 70 ans et il s'agit de la gériatrie, même si les pathologies ne sont pas les mêmes et avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes, puisqu'on est à domicile, avec des objectifs certainement plus importants dans la réautonomisation, dans le maintien à domicile et je dirais la récupération et la rééducation. Et que certainement qu'au HDR, il y a aussi une plus grande part prise à la rééducation. Mais les profils peuvent être très variés. On peut aussi trouver un accompagnement de soins palliatifs, etc. Donc, la HADR est certainement aussi un peu plus variée. Et puis aussi, avec une spécificité du domicile. Donc là, il y aura des déplacements. Il faudra aller à domicile. Donc, il y aura beaucoup plus de trajets, par exemple, pour le kinéco qu'en EHPAD. Et une ouverture sur les territoires beaucoup plus importante, puisqu'il va falloir se faire des réseaux autour du domicile, à proximité du domicile. Donc, selon la taille de la HAD, ça peut être faire des grandes surfaces géographiques, selon les régions. Et donc, être amené comme ça à tisser ces liens sur plein de petits territoires spécifiques, alors qu'en EHPAD, on va être sur un lieu plutôt unique. Alors, des fois, on a des kinécos qui interviennent sur 2 EHPAD différents, mais c'est un lieu beaucoup plus resserré, donc beaucoup moins de trajets. Par contre, beaucoup plus de pluridisciplinarité, de pluriprofessionnalité, puisque dans le même lieu, va intervenir beaucoup de professionnels au même moment. Et donc là aussi, il y aura un peu plus aussi une problématique de gestion des agendas, puisque souvent, les professionnels veulent intervenir au même moment. Le grand sujet, très souvent, c'est le temps du matin, de la toilette, que les soignants font la toilette, que le kinésithérapeute veut venir, que l'ergothérapeute veut venir, etc. Puis le temps du repas, puis le temps de l'animation, etc. Ce qui, au niveau du domicile, on le retrouve un peu moins, mais faut-il aussi coordonner le passage de l'infirmière, du kinésithérapeute, de l'orthophoniste, les souhaits du patient, s'adapter à son rythme de vie, etc. Donc on voit que c'est assez complexe, mais c'est très riche. Oui.
Et puis voilà, il y a des gens de bonne volonté qui souhaitent améliorer les choses. Alors, il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui sont très intéressés par ce métier-là, puisque c'est aussi un profil qui apporte de la variété par rapport à notre travail en cabinet, qui apprécie beaucoup de travailler en relationnel avec les autres et en réseau. Donc, ça intéresse un certain profil. Alors, ça n'intéresse pas tous les kinésithérapeutes, forcément, mais ça intéresse un certain profil. Et puis, on a aussi des demandes et des retours très positifs au niveau des établissements qui sont convaincus de l'utilité de ce métier-là, sont confrontés, par exemple pour les EHPAD, aux problèmes de financement, mais sont convaincus de l'utilité qu'il peut y avoir de faire ce lien entre les rééducateurs, d'une part, et d'autre part, entre les rééducateurs et les soignants. Au niveau de la HADR, il s'agit d'une obligation légale d'avoir un rééducateur qui coordonne les actes, comme plus de 80% des actes en HADR sont des actes de kinésithérapie. Cela tombe sous le sens que ce soit un kinésithérapeute, mais aussi un kinésithérapeute qui va s'intéresser aux autres professions. D'accord. En aucun cas, le kinésithérapeute coordonnateur va être un supérieur. Des fois, c'est ce que j'entends dire. Il n'est pas là pour surveiller, il est là pour coordonner. Ça va être un facilitant qui va faciliter les actes de chacun, qui va faciliter l'organisation, qui va faire gagner du temps à chacun, qui va permettre aussi de valoriser les actes de chacun. Et en premier lieu, de valoriser les diagnostics professionnels. On parle beaucoup du bilan, on parle beaucoup de traitement. Et je regrette que nous ne parlons pas encore assez, que nous soyons un peu timorés sur le fait de mettre en avant le diagnostic professionnel. D'accord. Et chaque professionnel pose son diagnostic. Et c'est cela qui permet d'établir une stratégie de traitement. Et c'est cela qui va permettre d'avoir une prise en charge et une prise en soin plus efficiente. Puis il y a une nouvelle convention aussi au sein des HAD, donc avec la revalorisation des actes ici en début d'année 2024. Alors voilà, suivant les HAD, il y a des temporalités qui sont différentes aussi, mais voilà, il y a aussi cette valorisation, il y a de ces temps justement de bilan. Oui, alors les syndicats et depuis longtemps, la FFMKR ont travaillé à cette nouvelle convention avec la FNEAD, la FNEAD est une fédération de HAD, donc après c'est HAD qui est libre d'appliquer ces tarifs. Alors certaines ont de suite appliqué puisque c'est attractif lorsqu'ils ont beaucoup de mal à trouver des intervenants. D'autres tempèrent un peu plus parce qu'elles ont besoin d'avoir une meilleure traçabilité pour permettre donc la justification des actes et du financement, puisque un acte est payé 35 € environ, un acte de rééducation. Les indemnités kilométriques aussi sont nettement valorisées, et donc cela se fait en échange d'une traçabilité, mais qui valorise la profession. Et nous pensons que c'est une chance pour les kinésithérapeutes d'avoir ces nouvelles conventions, puisque nous sommes rémunérés à notre juste valeur, puisque nous sommes rémunérés pour l'expertise que nous apportons. Et l'expertise que nous apportons, elle existe parce qu'elle est écrite. Et il est important de l'écrire pour qu'elle puisse être partagée avec l'ensemble des professionnels. Tu parlais financièrement, hein, il y a de grosses difficultés au sein des EHPAD, il y a la dotation globale voilà, qui mettent pas mal de freins. Par contre, voilà, il y a cette obligation pour les HADR d'avoir un kiné coordonnateur. Donc, c'est plus facile d'avoir des postes au sein des HADR, probablement. Oui, alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, les HAD qui ont demandé leur agrément de HADR, ça se fait maintenant. Et donc, les premières HADR commencent à chercher très activement des kinésithérapeutes pour ces postes-là. Et un certain nombre nous remontent la difficulté à les trouver. Donc, c'est vraiment maintenant que ça se joue. Hein. C'est sur ce premier semestre 2025 que va se jouer ce recrutement des kinésithérapeutes. Donc, évidemment, la FCACOR est là pour servir de relais et encourager aussi la profession à se mobiliser, puisqu'il serait dommage que ce coordonnateur ne soit pas un kiné faute de professionnels. C'est comme l'établissement qui manque de médecins coordonnateurs. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bon professionnel au bon endroit.
Et donc là, les HADR ont clairement besoin de kinésithérapeutes coordonnateurs et on ne peut qu'encourager les professionnels à se porter candidat auprès de leur HAD. Les HAD vont les former et l'FK Core va les accompagner. Donc comment alors on vous contacte alors au niveau de la FK Core? Alors, au niveau de FK Core, nous avons le site internet fkcore.org. On mettra le lien. On mettra le lien et l'adresse mail de contact qui sera mon adresse, enfin qui est déjà mon adresse, président@fkcore.org. Et donc, il s'agit d'un site ressources où vous pouvez retrouver un ensemble d'éléments. Si vous vous demandez quels sont les HAD qu'il y a sur votre territoire, vous pouvez aller sur le site de la FNIAD qui recense, vous avez un onglet département, vous mettez votre numéro de département et vous retrouvez ainsi l'ensemble des HAD du territoire et qui sont adhérentes à la FNIAD, donc qui soit appliquent déjà, soit qui vont appliquer cette convention. Et l'FK Core va proposer donc, au premier semestre 2025 une formation pour les kinésithérapeutes coordonnateurs qui sera par module, donc des modules de demi-journée, de 3h30, avec un module de base pour l'ensemble des kinésithérapeutes souhaitant devenir kinésithérapeute coordonnateur, puis ensuite des modules complémentaires en fonction du domaine, HADR ou EHPAD, et puis aussi en fonction des compétences de chacun, par exemple de la gestion de projet. Oui. Et puis ensuite, on pourra aussi orienter vers des formations financées, par exemple par le CPF, sur la maîtrise des outils informatiques comme Word, Excel, Diaporama, etc. Ouais. Alors, sous quel format sont ces formations? Alors, ces formations seront sous format de e-learning synchrone, donc ça sera en distanciel, en visio, mais de manière synchrone. Donc, il y aura des échanges. Il ne s'agira pas de lire un texte, mais ça se fera simplement en visio, avec des dates qui seront prévues évidemment à l'avance pour que chacun puisse s'organiser. Dès maintenant, ils peuvent se candidater pour ces formations. Dès maintenant, ils peuvent se candidater, se signaler auprès de l'FK Core, et puis dès que les formations seront disponibles, évidemment, l'FK Core communiquera là-dessus, puisque pour l'instant, nous sommes encore en attente de les déposer, puisque nous allons essayer d'obtenir un financement via le DPC ou le FIPL. Ça se fera assez vite. Au premier semestre 2025. Comment vous essayez de relever ce défi financier, ces difficultés au sein des EHPAD? Alors, c'est une très bonne question, puisque le problème financier, tout le monde y est confronté. Les EHPAD en premier, qui ont beaucoup de mal à pouvoir satisfaire même les soins de base des seniors, malheureusement, avec le temps de soins, d'aides-soignants, d'infirmiers, etc. Et au niveau des éducateurs, et avec la problématique actuelle que l'on connaît très bien, qui est le passage en dotation globale des EHPAD, qui sont en train d'y passer à marche forcée, puisque le principe de ce financement, c'est d'avoir une enveloppe globale qui va donc permettre de maîtriser les coûts. Cette enveloppe, il est notoire qu'elle est sous-évaluée, et donc, malheureusement, les établissements doivent être amenés à faire des choix. Et certains établissements choisissent par exemple d'embaucher un kinésithérapeute salarié, puisque le salaire permet de maîtriser la dépense, de la prévoir, ça va du prévisionnel, alors qu'au niveau des libéraux, on ne le sait qu'après coup, qu'à la fin de l'année, combien ça a coûté. Donc cela est la première problématique, et nous travaillons avec les fédérations d'EHPAD pour les sensibiliser sur ce point. Cependant, nous mettons aussi en avant qu'un kinésithérapeute coordonnateur va permettre d'optimiser les soins, et les kinésithérapeutes sont une véritable ressource humaine. C'est une ressource humaine pour les soignants. Ça va permettre de former les soignants, de réduire ou de supprimer des mutations inutiles, de réduire les troubles musculo-squelettiques, de réduire les accidents de travail et de favoriser l'autonomie des seniors. Donc, de petit à petit, de réduire la charge de travail des soignants. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, c'est cela que nous mettons en avant et nous espérons que petit à petit, de plus en plus d'EHPAD le fassent. Aujourd'hui, sur l'info propre, et nous démarchons aujourd'hui au niveau ministériel, mais aussi au niveau des ARS, peut-être sous la forme d'article 51, c'est un travail qui est en cours. Peut-être il y a un appel à manifestation d'intérêt, ce qu'on appelle un AMI, qui est censé paraître sur la prévention des chutes.
Mais encore une fois, nous sommes dans un contexte qui est mouvant et nous sommes toujours en veille de ce sur quoi on peut se greffer. Mais il ne vous a pas échappé que le contexte aujourd'hui est très mouvant. En effet. Donc, je pense que c'est, de par ce que tu dis, c'est important en fait que les kinés s'impliquent le plus largement dans le domaine de la gériatrie. Oui, alors, la gériatrie, c'est un véritable problème de santé publique dans le monde entier. C'est une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. L'Organisation mondiale de la santé est très impliquée sur le sujet. Et en France. Alors, la France est déjà assez avancée puisqu'il y a un programme mondial qui existe, qui est le programme ICOP, pour prévenir le risque de perte d'autonomie des seniors. Et la France est le pays mondial en tête du déploiement de ce programme, qui, en 2025, va se déployer sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à maintenant, donc, il était très déployé en Occitanie, puisque l'ARS avait choisi de le financer pour l'ensemble des acteurs sur tout le territoire Occitanie, alors que sur le reste de la France, c'était quelques CPTS. Donc, petit à petit, il va se déployer de plus en plus. On voit qu'il y a une vraie prise de conscience. Malheureusement, cela coûte cher. On connaît les tensions financières. Et il n'y a pas eu de domaine en santé où il y a eu autant de rapports qui sont cumulés. Le rapport Libaud en 2019, le rapport El Khomri sur l'attractivité des métiers du grand âge qui s'est suivi, et puis des projets de loi, et puis des petites lois. Ça fait 5 ans qu'on parle de la loi grand âge, qui n'est toujours pas là. Bon, malheureusement, il est possible qu'elle ne voit jamais le jour. On a eu la loi Bien vieillir, mais qui n'est pas du tout à la hauteur. Auparavant, on a eu la création donc, de la 5e branche, de la branche autonomie, gérée par la CNSA, mais dont les financements sont encore limités. Et en même temps, les baby-boomers qui étaient devenus des papy-boomers sont en train de devenir des dépendants boomers. Et on sait que le pic de cette dépendance sera dès 2030. Et on sait que ce pic de la dépendance de 2030 va correspondre au creux du temps médical. Comment prendre en charge l'ensemble de ces seniors alors que c'est là qu'il y aura le moins de médecins? Alors que ces seniors sont polypathologiques, chroniques, puisque l'avancée de la médecine fait qu'on ne meurt plus de ces maladies, mais que ces maladies deviennent chroniques, alors qu'il y aura de moins en moins de médecins. D'où l'intérêt de se former à la gériatrie, qui est le domaine en santé où il y a le plus de recherche médicale et scientifique, où il y a de très grandes avancées, qui est très mouvant. Et je suis forcément convaincu que les kinésithérapeutes ont toute leur place dans ce domaine. Malheureusement, la gériatrie souffre d'une mauvaise image. Je ne sais pas pourquoi. J'entends beaucoup dire il n'y a pas besoin de se former en gériatrie. La gériatrie, c'est facile. Mais moi, ce que je crois, que c'est simplement qu'on n'a pas évalué que peut-être que lorsqu'on ne se formait pas, les patients avaient une part de chance. Et on sait que dans nos sociétés et dans le monde, il y a ce que l'OMS a défini comme de l'agisme. L'agisme qui est la discrimination du fait de son âge. Et je pense que nous avons tous entendu des citoyens, des aidants, des professionnels dire à son âge. Mais je ne suis pas certain qu'on accepterait la même chose pour quelqu'un de 20 ans que pour quelqu'un de 80 ans. À 20 ans, on ne dirait pas à son âge. D'ailleurs, les patients nous le reportent systématiquement. Quand ils ont ce discours-là... Et il y a cette croyance aussi des seniors qui disent « mais à mon âge ». Parce qu'on leur a inculqué cela. Et eux-mêmes l'ont vécu. Et je ne crois pas que ça choque grand monde de voir un senior marcher avec une canne. Ça choque plus de voir un jeune de 20 ans marcher avec une canne. Mais je ne vois pas pourquoi un senior devrait marcher avec une canne forcément. Est-ce qu'on l'a évalué? Est-ce qu'on a évalué la capacité de le sevrer de sa canne? Et souvent on dit « il se débrouille bien, il n'a pas besoin de rééducation ». Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas besoin de rééducation parce qu'il a fait les progrès, qu'on est arrivé à un plafond, que ça stagne. Et donc oui, là, c'est la compensation. Et la canne, comme on disait tout à l'heure, la canne est une compensation. Mais si je ne l'ai pas évalué, que je ne lui ai pas donné ses chances, je n'ai pas évalué si, avec de la rééducation, il ne pourrait pas récupérer suffisamment d'équilibre et de force musculaire pour éviter la compensation que représente la canne. Sauf qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Et si on ne le cherche pas, on ne trouve pas. Je ne suis pas certain que chez les seniors, on cherche à ce qu'ils récupèrent l'entièreté de leur intégrité fonctionnelle
Parce qu'on a cette image, un peu une sorte d'image d'Épinal, qui est un senior, il marche un peu voûté, il marche avec une canne, il a des troubles de l'équilibre et c'est normal à son âge. Parce que si on réfléchit par rapport à nous-mêmes, je ne suis pas certain que nous-mêmes, nous ayons envie de marcher à petits pas, d'être voûté, de marcher avec une canne. Alors pourquoi s'attendre à ce que l'autre soit ce que nous-mêmes, nous ne voulons pas devenir? Alors je ne peux qu'encourager les professionnels à se former à la gériatrie. Un exemple que je prends régulièrement, c'est que je ne connais pas un kiné qui intervienne dans un club sportif, un club de foot par exemple, qui ne se soit pas formé en kiné du sport. Et j'invite chacun des auditeurs à réfléchir combien de kinés qui interviennent à domicile, où c'est beaucoup de seniors, ou au cabinet, où souvent c'est 50% de la patientèle qui est senior, ou de kinés qui interviennent en EHPAD, se sont formés à la gériatrie. Merci. Du coup, quel conseil tu donnerais justement aux kinés justement, qui ont cette envie justement de se former, d'aller vers le domaine de la gériatrie, dont le rôle de kiné coordonnateur souhaiterait obtenir des renseignements? Alors déjà, je ne peux qu'encourager l'ensemble des confrères et des consoeurs à se former à la gériatrie, puisque même sans le savoir, ils font la gériatrie. Quand j'ai un patient de 60 ans dans mon cabinet qui vient pour une entorse de cheville, c'est un senior. Et je vais veiller à ce qu'il ne se laisse pas tomber sur la chaise lorsqu'il s'assoit. Quand j'ai quelqu'un pour un lumbago, pourquoi est-ce qu'il a un lumbago? Et je peux faire la meilleure rééducation lombaire, par exemple, du monde. Si je n'ai pas évalué qu'en fait, il était un peu en rétropulsion ou un manque de force dans les jambes et qui tombait sur les fesses, je pourrais toujours rééduquer ses lombaires tant qu'il tombera sur les fesses et il aura mal aux lombaires. Si quelqu'un commence à avoir un peu de trouble de l'équilibre et qui commence à avoir une peur de chuter, il aura une restriction de ses activités. Donc, on peut se poser la question de la rééducation. Donc, déjà, posons-nous la question dans nos cabinets, parce que les seniors, ça commence dès 60 ans. Et même, d'ailleurs, je rappelle quand même que 15% des personnes de 45 ans sont sarcopéniques, ce qui fait réfléchir. Que la prévention pour le bien vieillir, c'est à tous les âges de la vie. Ça commence dès l'enfance et à tous les âges adultes. Donc, je peux encourager que chacun aille se former au moins une fois dans sa vie à la gériatrie, puisqu'il y a des spécificités comme la sarcopénie, mais comme je pense aussi à la flexion dorsale de cheville, l'importance de maintenir la flexion dorsale de cheville ou des orthèses qui souvent est méconnue. Donc, je crois que ça concerne l'ensemble des kinésithérapeutes. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent se spécialiser, évidemment, aller faire des formations plus spécifiques, donc des formations DPC. L'INK, l'Institut national de kinésithérapie, propose des formations DPC. Moi-même, je suis formateur à l'INK. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le diplôme universitaire KRG qui se fait à Dijon. Et puis aussi des formations à e-learning. L'INK vient donc de faire paraître une formation e-learning sur la prise en charge rééducative de la personne âgée. Est-ce que tu aurais un dernier message? Vive les vieux. Et oui, en dernier message, ça serait vraiment qu'on prenne conscience qu'à tous les âges de la vie, on peut faire des progrès et que je pense que chaque citoyen, quel que soit son âge, doit avoir l'accès aux soins dont il a besoin et qu'on lui offre, qu'on lui propose cette possibilité de récupérer de ses déficits et qu'il y ait moins d'agisme dans notre société. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Céline. C'était des échanges, je pense, j'en suis même sûre, très riches. Je pense que tes messages ont passé. J'en suis certaine. Et merci beaucoup à toi, Céline. Voilà. Et puis, j'hésiterai pas te réinviter. Tu accepteras. Mais volontiers. Et puis, ouais. Il va y avoir l'avancée, le déploiement du programme ACOP. Et donc, j'espère que les kinésithérapeutes vont se mobiliser sur le programme ACOP. Mm-hmm. Et puis aussi, j'espère que les kinésithérapeutes vont se mobiliser sur la coordination, sur ces offres de création de métiers de kinésithérapeute coordonnateur, puisque l'important, c'est montrer que la profession est présente lorsque nous proposons ces nouveaux champs de compétences. D'accord. Merci beaucoup, Damien. Merci, Céline. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de Kinécast, j'ai le plaisir d'interviewer Céline Chebal-Rezer, kinésithérapeute dans les Vosges, pour discuter du DPC et du FIFPL, les dispositifs pour la prise en charge des formations pour les kinésithérapeutes. Céline nous expliquera ce que sont ces dispositifs et nous fournira des informations précieuses pour les utiliser au mieux dans notre pratique. Cet épisode vous apportera toutes les informations nécessaires pour maîtriser ces sujets. Ne manquez pas cette opportunité d'enrichir vos connaissances sur ce thème dans l'épisode 9 de Kinécast. À la semaine prochaine!